La zone économique de libre-échange continentale africaine, ce grand marché économique, est entré en vigueur depuis ce jeudi 30 mai 2019. Quelle est sa constitution, son fonctionnement et son bien fondé pour l'Afrique et le monde? La réponse à cette question vous sera donnée dans quelques instants. Les rideaux de la formation des douaniers du Katanga sur le nouveau code des accises sont tombés ce samedi 1er juin 2019 à Lubumbashi. Ce renforcement des capacités rentre dans l'optique de mieux gérer la suppression prochaine des barrières douanières en marge des zones de libre-échange à venir. La Direction générale des douanes et accises DGDA mise ainsi sur les droits d'accises pour combler le manque à gagner découlant de cette tombée de barrières douanières. Le désormais grand cordon des ordres nationaux des héros Kabila Lumumba, le docteur Étienne Tshisekedi Mulumba, a été conduit ce samedi 1er juin 2019 en sa dernière demeure. Son corps repose au mausolée lui dressé à Lansele. Outre son combat politique pour la démocratie et l'état des droits, le leader Maximo Yadjidji pour les intimes avait aussi une vision économique très audacieuse pour la République démocratique du Congo. Celle-ci reposait sur 3 piliers: la bonne gouvernance, la justice et le progrès social. Vous suivrez dans cette émission les grandes lignes de cette vision économique hors du commun. Fiscalité et développement, c'est une présentation de Didi Mavambu Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci d'avoir choisi cette chaîne pour suivre ce nouveau numéro du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et de développement en République démocratique du Congo. C'est depuis le jeudi 30 mai dernier que la zone économique continentale africaine de libre-échange ZLECAf est entrée en vigueur. D'aucuns s'interrogent sur la constitution, le fonctionnement et le bien fondé de ce grand marché économique. La réponse à toutes ces interrogations se trouve dans ces reportages de nos envoyés spéciaux à Addis Abeba en Éthiopie, Jérôme Sekana Penepapa et Guilain Mouzembe de Gonzague. 52 de 55 États membres de l'Union africaine sont déjà signataires du dit accord. 22 d'entre eux ont même déjà approuvé sa ratification au niveau de leurs parlements respectifs. 19 de 22 États signataires ont déposé leurs instruments de ratification auprès de la Commission de l'Union africaine. Tous les préalables étant réunis, le train de la ZLECAf a déjà quitté la gare depuis le 30 mai 2019. Seuls le Nigeria, le Bénin et l'Érythrée n'ont pas encore ratifié cet accord de la ZLECAf. Mais cela n'empêchera guère le lancement de la phase opérationnelle de ces grands marchés continentaux prévus en juillet 2019 à Niamey, au Niger. Ce méga-projet s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. L'Afrique, continent d'avenir, compte aujourd'hui 1,2 milliard d'âmes, dont plus de 60% de cet important capital humain a actuellement moins de 25 ans. C'est un immense marché des biens et des services où circulent des centaines de milliards de dollars américains. Il faut canaliser cette manne financière dans des circuits formels pour permettre aux États africains d'élever des impôts et taxes au bénéfice du développement. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour satisfaire à la demande de financement du commerce en Afrique. L'estimation prudente du déficit de financement du commerce en Afrique est évaluée entre 110 et 130 milliards d'euros. Ces chiffres suggèrent que le marché africain est nettement sous-desservi. Plus de 700 millions de jeunes âgés de moins de 25 ans sont au service du développement de l'Afrique. Ceci constitue à la fois un atout mais aussi un danger. Atout parce que c'est une main-d'œuvre abondante, un potentiel humain capable de transformer rapidement l'économie africaine. Un danger évident parce que plus de 80% de cette main-d'œuvre disponible et active se trouve au chômage faute d'emploi. Une véritable bombe à retardement si l'on y prend garde. Et pourtant, l'Afrique est capable de s'autosuffire. Elle a tous les atouts pour y parvenir. Sauf que notre belle Afrique n'est pas intégrée. Les échanges intrants africains s'élèvent aujourd'hui à 16% seulement. Pourcentage très faible pour booster son développement. Il faut donc intégrer l'Afrique
de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, et promouvoir ces échanges jusqu'à 80% d'ici 2025. Pour y parvenir, il faut sans doute supprimer les barrières douanières, les visas, les tracasseries aux frontières, la multitude de monnaies, soit 41 au total, supprimer les barrières linguistiques, ainsi de suite, pour ainsi interconnecter l'Afrique, la connecter au reste du monde pour les grands rendez-vous du donner et du recevoir. Il faut remettre réellement l'Afrique au travail pour booster son développement intégral. Il n'y a pas deux solutions pour réaliser ce vieux rêve de père fondateur de l'Afrique. L'institution effective de la zone économique de libre-échange africaine est l'unique, si pas la meilleure des solutions. Étant donné qu'un pas des géants vient d'être franchi avec la mise en œuvre de la ZLECAf ce jeudi 30 mai 2019, il faut aller vite à la concrétisation de ce projet. Voilà pourquoi la Commission de l'Union africaine, CUA en sigle, et la Coalition pour les dialogues sur l'Afrique, CODA en sigle, ont convoqué du 27 au 28 mai 2019, soit pour 48 heures à Addis Ababa, 70 experts provenant des communautés économiques régionales, CR en sigle, composés essentiellement des hauts responsables du commerce, des coalitions continentales du secteur privé, des organisations membres des entreprises, des organisations de la société civile, OSC en sigle, des États membres de l'Union africaine, abritant des secrétariats des communautés économiques régionales, des instituts de recherche et des groupes gouvernementaux de réflexion auxquels il faut ajouter des experts de la Commission de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement, de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, de la CNICED et des négociateurs en chef des États membres, tous pour un seul objectif: réunir les principales parties prenantes afin d'élaborer une stratégie susceptible de contribuer à la réussite de la mise en œuvre de la ZLECAf, ce qui permettra in fine de concrétiser rapidement les aspirations de l'Afrique énoncées dans l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Les participants à ces assises ont travaillé d'arrache-pied en décortiquant plusieurs thématiques à travers des débats houleux. Ils ont défini la notion de marché de libre-échange continental efficace et actif, l'industrialisation par le commerce avec un accent particulier sur les chaînes des valeurs régionales et le développement des compétences. Ils se sont interrogés profondément si les programmes des communautés économiques régionales et de la ZLECAf contribuent-ils à la réalisation des mécanismes africains, y compris au traité d'Abuja. L'harmonisation des programmes et des projets de la Commission de l'Union africaine et des communautés économiques régionales était aussi au centre de leurs entretiens. Les participants à ces assises ont également discuté sur l'autonomisation du genre et des jeunes dans les cadres de la ZLECAf. À ce sujet, sachez que selon les estimations faites en 2018 par le Centre international pour le commerce et le développement durable, ICTSD en sigle, 70% des commerçants transfrontaliers de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, sont des femmes, et des taux similaires ont été signalés dans d'autres régions du continent. Enfin, les participants à ces assises ont réfléchi à haute voix sur comment déterminer les systèmes de financement et des paiements pour la promotion de la ZLECAf. Parmi les recommandations phares formulées en guise de feuille de route de cette stratégie, conçue par les 6 panels mis sur pied et qui ont travaillé d'arrache-pied pour la mise en œuvre effective de la ZLECAf, figure en bonne position 1. La suppression des barrières douanières et linguistiques entre États africains. 2. La suppression des visas et autres tracasseries aux frontières. Remettre le passeport africain au grand nombre de notables africains pour faciliter les échanges. 3. Accélérer et finaliser les projets visant à doter l'Afrique de son Fonds monétaire international, de sa Banque centrale continentale, du Fonds africain d'investissement, de sa bourse qui lui permettra de faire ses obligations financières sur les continents. 4. Doter l'Afrique d'une monnaie unique, car le franc CFA, encore présent dans 14 États africains, constitue un véritable handicap pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange panafricaine. 5. La réqualification de l'éducation par rapport aux besoins du marché et de la vie au quotidien des Africains. 6. Amener l'Afrique à transformer localement ses produits en leur donnant une valeur ajoutée sur place. 7. Amener l'Afrique à parler d'une seule voix et à se doter d'une seule vision du développement telle que définie dans l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Déjà en 2008, la Banque mondiale avait suggéré qu'une simple modernisation de la route reliant Bangui en République centrafricaine à Kisangani en RDC augmenterait, tenez-vous bien, le volume d'échanges intra-africains de 7,93%. 8. Instruire les chaînes des radios-télévisions nationales de réserver des espaces spéciaux en prime time, soit heure des grandes audiences,
au comité chargé des suivis et de la mise en œuvre de la ZLECAf dans chaque État africain afin de vulgariser en langue nationale le processus de la mise en œuvre de la ZLECAf pour permettre aux peuples africains de s'approprier cette grande zone économique de libre-échange qui est une solution réelle à leurs problèmes d'intégration et de développement. 9. Prêcher en toutes circonstances le bien fondé de la grande zone économique de libre-échange en Afrique, une solution durable aux problèmes d'intégration et de développement de notre continent. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par s'élever, dit-on. La bonne nouvelle est que petit à petit, la grande zone économique de libre-échange panafricaine est en train de prendre corps. Qui vivra, verra. Promulgué l'année dernière, le nouveau Code des Accises a fait l'objet d'une session de formation de 3 jours organisée par la Direction générale de douanes et accises DGDA à l'intention de douaniers du Katanga. La clôture de cette séance de mise à niveau est intervenue le samedi 1er juin 2019 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Les précisions de notre correspondant dans la capitale du cuivre, Lambert Youma Ramazani. À Lubumbashi, les douaniers étaient à l'école pendant 3 jours. En effet, une mission dépêchée au Katanga par la Direction générale des douanes et accises a dispensé du jeudi 30 mai au samedi 1er juillet des modules permettant au personnel de la DGDA Katanga de maîtriser le code des accises. Cette session de formation a été ouverte par le directeur provincial d'intérim de la DGDA Katanga, M. Bernard Bossele-Pilipili, qui, dans ses projections, voit un futur dominé plus par les accises que par les droits des douanes. Il était tout à fait normal que les cadres et agents de la DGDA que nous sommes, que nous puissions nous imprégner de ces innovations qui sont intégrées dans le nouveau code des accises. Vous savez, pour nous, les accises revêtent une importance capitale parce que ça fait partie de la fiscalité intérieure. Et de plus en plus, nous savons avec l'avènement des organisations d'intégration régionale, à un moment, toutes les frontières, en fait, les barrières tarifaires, les barrières non tarifaires vont disparaître et nous allons focaliser notre effort de mobilisation des recettes sur le code des accises. C'est donc avec une attention soutenue que les participants se sont donnés à l'apprentissage du mécanisme des accises très peu connu par la majorité des douaniers. Le sous-directeur Mazouani, qui a conduit cette délégation scindée en 3 pour Lubumbashi, Kolwezi et Kasumbalesa, a été le principal orateur. Par une méthodologie simple, les formateurs ont expliqué en 7 modules les différents changements enregistrés dans le nouveau code des accises, un code, rappelons-le, qui s'occupe de l'impôt indirect perçu sur la consommation ou le commerce de certains produits dont le tabac, l'alcool, le pétrole et ses dérivés par exemple. La participation était tout azimut au vu de l'intérêt que cette formation a suscité au cours de ces 3 séances. Dans son mot de clôture intervenu le samedi 1er juillet, le directeur provincial AI de la DGDA Katanga a dit toute sa satisfaction pour la qualité des enseignements reçus. La dite session de vulgarisation du nouveau code des accises nous a permis de nous familiariser avec les innovations que présente ce nouveau code des accises et nous a permis aussi d'aborder d'importantes questions relevant du domaine des accises. Et c'est pour cette raison que je tiens à remercier sincèrement les formateurs ou encore les animateurs de cette session de vulgarisation pour leur disponibilité et pour la qualité de la formation qu'ils ont dispensée aux participants. Reste une vulgarisation avec les opérateurs économiques partenaires incontournables qui devraient eux aussi se mettre au pas du nouveau code des accises. Pour plus d'informations sur la douane congolaise, veuillez visiter ce site internet affiché sur votre écran www.douane.gouv.cd. Jeune, crée ta propre entreprise, c'est le thème
qui a consacré la sortie officielle de l'ONG Jeunesse Influente, œuvre d'une jeune entrepreneur, Lydia Sakou. C'était le vendredi dernier dans le complexe Hypnose à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Lambert Yuma, notre correspondant dans la ville qu'il préfère, ressort toute l'importance que revêt cette rencontre entre jeunes. Regardez. Le bâtiment Hypnose de Lubumbashi a servi de cadre à la sortie officielle de cette plateforme d'épanouissement pour les jeunes du Grand Katanga dénommée Jeunesse Influente. Merci pour vos encouragements. Son initiatrice, Madame Lydia Sakou, a, à cette occasion, réuni plusieurs jeunes intellectuels avec pour visée de les initier à être le moteur du développement de leur milieu au lieu d'attendre de l'embauche qui s'est fait plus que rare en République démocratique du Congo. Pour inciter ses interlocuteurs à être des créateurs de leur propre emploi, Jeunesse Influente a donné la parole à quelques jeunes déjà avancés dans ce domaine qui ont témoigné de leur expérience et ont conduit au succès dans le monde des affaires. Il s'agit des jeunes qui ont créé leur propre entreprise dans des conditions d'austérité connues d'ailleurs de tous dans notre pays. Et si on entreprenait ensemble? Cette question inscrite à l'ordre du jour vaut son pesant d'or. To be successful, si tu veux réussir, don't run. Ne cours pas. He said, sit down. Il a dit, mets-toi. Plusieurs modèles, allant de Barack Obama avec son célèbre Yes We Can, en passant par Bill Gates et tant d'autres innovateurs ont été présentés aux jeunes désireux de décoller contre vents et marées. C'est d'ailleurs l'essentiel du message délivré par l'orateur principal venu du Kenya, lui-même produit du self-made, ce terme anglais qui fait allusion aux gens qui réussissent d'eux-mêmes après moult sacrifices. Il a décidé d'être riche. C'est maintenant qu'il faut se décider parce que... La présidente de l'ONG s'en trouve satisfaite. L'objectif, c'était d'avoir la jeunesse et ils étaient là, ils ont répondu positivement, ils ont compris l'essentiel de ce que nous avons fait et aujourd'hui, nous pensons que ces 31 marquent la naissance d'une nouvelle génération, une jeunesse plus forte, une jeunesse plus indépendante, une jeunesse plus innovatrice et nous pensons que beaucoup de choses viendront de cette jeunesse et de bonnes choses. Le pays pourra maintenant compter sur ses enfants. Dans un futur proche, Jeunesse Influente étendra ses actions sur toute la RDC afin de créer une révolution de la conception du monde du travail aujourd'hui à Villy. La rencontre s'est soldée par la visite des stands des débutants qui ont réussi à décoller. Bientôt, le recensement général des entreprises sur l'ensemble du territoire national. Les agents recenseurs commis à cette tâche sont en formation depuis le 21 mai 2019 pour s'en convaincre de la bonne tenue de ces renforcements de capacités. Le directeur général de l'Institut national de la statistique INES a visité vendredi 31 mai les 3 centres de formation qui accueillent ces recenseurs. Roger Chulongo-Ronika a par cette occasion évaluer les activités réalisées et les difficultés rencontrées au cours de cette formation. Reportage de Jocelyn Babalomba sur les images d'Étienne Kumba Chuma Abenga. Il n'y a plus l'ombre d'un doute. Le recensement général des entreprises aura bel et bien lieu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo dans les tout prochains jours. Et les préparatifs vont bon train, à l'instar de la formation des recenseurs. Pour plus d'assurance sur cette activité, le directeur général de l'INES a visité tour à tour les centres nationaux de coordination de la formation au développement Sénacof, la paroisse Notre-Dame de Fatima et la paroisse Saint-Éloi de Barumbu, où les agents recenseurs sont en formation depuis le 21 mai. Et c'est sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Pour une bonne assimilation, tous les participants à cette formation sont munis d'une tablette et GPS pour mieux apprendre ce qu'ils doivent faire sur le terrain dans quelques jours. Après cette étape de formation, ces recenseurs seront déployés sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de son projet de recensement général des entreprises. Ils sont 1800 agents recenseurs qui vont procéder à la collecte des informations pour la ville-province de Kinshasa, répartis dans 30 centres de formation. Nous sommes en train de procéder à la formation des agents recenseurs aujourd'hui pour la ville de Kinshasa. Nous comptons terminer cette phase de formation lundi ou mardi de la semaine prochaine. La formation a été prévue pour 12 jours.
dont 2 semaines en fait, sans compter les dimanches. Pour la ville de Kinshasa, on a prévu 1800 agents recenseurs pour la formation sur 30 centres de formation. Il y a 30 superviseurs pour la ville de Kinshasa et chaque superviseur a un centre de formation. Le passage du patron de l'INES dans ces sites de formation a permis de se rendre compte des réalités du terrain et palper du doigt à la qualité de la formation. Ce qui a permis au directeur général Roger Chulungurunika de se faire une idée générale sur l'ensemble des activités de formation des recenseurs. Nous sommes en train de nous organiser pour déployer les équipes sur terrain pour la collecte des données et entrer aux unités de production sur l'ensemble du territoire national. Et les activités d'aujourd'hui ont consisté à l'équipe technique et à la direction générale de l'Institut national de la statistique de se rendre compte sur l'évolution des travaux sur le terrain en termes de préparation de la descente sur la collecte. Et cette évolution consiste à évaluer ce qui est déjà fait, ce qui est en train de se faire et ce qui reste à réaliser. Pour ce qui est fait, il y a lieu de noter le recrutement de superviseurs, le recrutement des codificateurs, le recrutement aussi des agents recenseurs. La formation des formateurs a eu lieu. La formation aussi des superviseurs a été déjà réalisée et ces superviseurs sont en train de former à leur tour les agents recenseurs qui seront déployés dans les jours à venir sur terrain pour la collecte des données. La qualité de ces recensements généraux des entreprises est de dénombrer les unités productives installées en RDC, d'évaluer le niveau de l'emploi et de doter la République démocratique du Congo d'une base de données. Signalons que les RGE s'inscrit dans le cadre du projet de développement des statistiques PEDES, piloté par l'INES. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, TPIL, pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un message de félicitations du Fonds de promotion de l'industrie dans cette émission. Il s'adresse au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. À l'occasion de votre nomination au poste du Premier ministre, les conseils d'administration, la direction générale et le personnel du Fonds de promotion de l'industrie FPI vous souhaitent leurs sincères félicitations ainsi que leurs vœux ardents de réussite dans la réalisation de votre lourde mission. Qu'il nous plaise de vous réitérer, Excellence Monsieur le Premier ministre, en cette heureuse circonstance, l'attachement du Fonds de promotion de l'industrie à promouvoir l'essor de l'industrie congolaise. Catalyseur du développement industriel en RDC, les conseils d'administration, la direction générale et le personnel du Fonds de promotion de l'industrie saisissent cette occasion pour vous rassurer de leur loyauté et leur ferme détermination pour apporter leur contribution à la reconstruction du pays, à la création d'emplois et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la République en ce qui concerne notamment le développement de l'entrepreneuriat féminin et l'accompagnement de jeunes. Puissent les seigneurs, notre Dieu, vous assister dans l'accomplissement heureux de vos nouvelles fonctions afin de faire de notre pays une nation prospère. C'est un message de félicitations signé conjointement pour la direction générale Boniface Kassembe Bomanga, pour le conseil d'administration Isidore Kabwemweu Longo. C'est tout un peuple qui a conduit ce samedi 1er juin 2019 à sa dernière demeure, Étienne Tshisekedi wa Mulumba,
On a toujours en mémoire son combat politique pour la démocratie et l'état de droit, mais c'est surtout la lettre des 13 parlementaires qui dénonçait au début des années 80 la corruption et l'impunité du régime Mobutu qui l'a révélé au pays et à travers le monde. Le leader Maximo avait sa vision économique pour la RDC basée sur la bonne gouvernance, la justice et le progrès social. Jean-Lumia Sekwama Lubaki décrypte cette vision économique à travers son parcours politique. En plein régime dictatorial et sans partage du président Mobutu, c'est un coup de tonnerre en décembre 1980. La lettre des 13 parlementaires, à l'époque commissaires du peuple. Ce plaidoyer de la bonne gouvernance avant la lettre pourfend la corruption et l'impunité au Zaïre. Elle révélera un grand homme, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Après les pillages de 1991, il est nommé Premier ministre en vertu des accords du Palais des Marbres. En bon gestionnaire de l'État, il ne promet rien au peuple sans avoir fait une audit du trésor public. Il avait cette capacité à appréhender rapidement les problèmes. À une question sur l'agriculture, il répondait que la solution était d'abord la réfection des routes de dessert agricoles. En 1991, son aura est telle que sa seule nomination fait baisser les prix des biens de première nécessité, provoqué également par un afflux d'aide lui promis par la communauté internationale. Il est l'un de ceux qui, en RDC, ont le mieux compris l'importance et le rôle de l'administration publique dans un État. En 1992, il est élu Premier ministre à la conférence nationale et nommé encore par le président Mobutu. Son plus haut fait est la démonétisation sur le seul fait de sa décision et de sa parole des billets de 5 millions de Zaïre surnommés Donabeja. Il retire les missions de la Banque centrale, alors Banque du Zaïre, pour les confier à la BCZ, aujourd'hui BCDC. Il augmente les coûts du carburant à la pompe pour observer la vérité de prix et cela sans remous social. Il coupe les liens entre ses ministres et leurs parrains politiques pour arrêter les détournements des deniers publics. Le régime en place est étouffé et Mobutu le révoque encore. Candidat en 2011 pour la présidentielle, il reconnaît le rôle de la diaspora comme première pourvoyeuse de fonds en RDC et lui promet la double nationalité. Les exemples du 5 de l'IMT sont légion dans le domaine économique, aux historiens d'en faire l'inventaire. Pour Étienne Tshisekedi, l'économie doit se mettre au service de la population. Il avait, en son temps, en 2006, année électorale, dénoncé l'accaparement par les classes politiques dirigeantes de la majorité des ressources publiques. On comprend mieux alors sa devise, le peuple d'abord. Est-il possible aujourd'hui de concilier moralité et vie publique? La question a été au centre de préoccupation lors de l'atelier organisé par la Dynamique de politologues en collaboration avec le Centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Voici le détail dans ce reportage de Ruben Mayoni Tiakiyunga sur les images de Fanfan Makitu Doma. Moralité et vie publique, le mariage impossible. C'est à cette question que les participants à cet atelier de 3 jours tenu du 27 au 29 mai 2019 au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS devraient répondre. Nous sommes partis du constat que l'immoralité est devenue presque systémique chez nous. Tout le monde qui vit au Congo voit comment le débat d'immoralité, on le vit chaque jour. Et qu'il faut à un moment donné dire on s'arrête ici. On a fait le chemin, il faut qu'on s'arrête ici et à partir d'aujourd'hui, on doit changer. Ça le souhait, changer à partir d'aujourd'hui et nous avons un plan d'action. Le plan d'action, c'est que nous, en tant que DIPOL, nous allons mener le plaidoyer pour la loi anticorruption. Nous allons les mener au niveau du chef de l'État, au niveau du Parlement, pour que soit votée finalement cette loi anticorruption. Pour répondre justement à cette question, d'éminents orateurs ont été mis à contribution afin d'établir un constat objectif de la situation de la probité en RDC, particulièrement auprès des décideurs pour concilier moralité et exercice du pouvoir. Au dernier jour des assises, le professeur Jacques Njoli a parlé de la révisitation de l'arsenal juridique congolais et les contraintes légales portant probité des décideurs publics. Il était donc question de voir quelles orientations donner à notre production législative pour qu'elle puisse nous aider
à combattre l'impunité, l'immoralité, mais surtout la corruption qui a gangréné notre société et qui a fait de ces pays abondamment riches un désert de pauvreté et de misère où on trouve toutes les formes d'insécurité militaire, alimentaire, sanitaire. Abondant dans le même sens, le député national Jean-Lucien Boussa a également répondu à la même question. Pour lui, le lien entre moralité et vie publique se trouve dans l'application des lois. Mais en réalité, la relation entre moralité et vie publique est négative en RDC, a soutenu l'ancien ministre du Plan et du Commerce extérieur. Présent à cette dernière journée, Lambert Matoukou, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, n'est pas allé par 4 chemins. Ces genres de forums, nous en avons besoin dans ces pays où le problème d'éthique, le problème de valeurs et d'anti-valeurs, le problème de la souffrance de la population, ce sont des problèmes qui se posent avec la plus grande acuité. Organisé par la dynamique des politologues d'IPOL en collaboration avec le Centre d'études pour l'action sociale CEPAS, ces assises ont contribué à la moralisation de la vie publique congolaise en aidant les décideurs à prendre en compte l'exigence de la probité comme condition de gouvernance. Elles ont également associé et informé les citoyens sur les enjeux éthiques et leur incidence dans la gouvernance publique. Ces 3 jours de travaux ont été bénéfiques aux uns et aux autres pour élaborer un processus plus transparent et plus rigoureux possible de renforcement de la probité des décideurs. De son côté, Élise Muhimouzi a entretenu l'assistance sur le rôle de la société civile dans la moralisation de la vie publique. Après avoir expliqué la mission de cette société civile qui est une sentinelle dans la moralisation de la vie publique dans tous les pays, la présidente de la synergie Femmes et Paix a indiqué que les organisations de la société civile concourent à la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement harmonieux dans un climat de paix. Afin de rendre tout cela possible, une coalition sera lancée dans les tout prochains jours devant surveiller la gestion de la chose publique par les gouvernants pour les contraindre à la culture de la redevabilité et rendre effectif le mariage, moralité et vie publique. Le processus de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo s'est fait sur 3 volets. Le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA les énumère dans cet extrait choisi pour vous par Ruben Mayoni-Tiaki-Yunga lors de son discours prononcé à la cérémonie des prestations de serment des contrôleurs de l'ARCA en qualité d'officier de police judiciaire. Alain Kaninda et au micro de Ruben Mayoni-Tiaki-Yunga. Le premier volet a été celui de la mise en place des fondamentaux de l'institution. Ça veut dire fixer le cadre réglementaire, rendre l'institution opérationnelle. Ce premier volet a été réalisé il y a plus d'1 année, avec une institution opérationnelle, avec un personnel formé, un personnel de qualité et des procédures en place pour entreprendre les activités de l'institution telles que fixées dans le décret portant sa création. Le deuxième volet a été celui de l'ouverture effective du marché des assurances en République démocratique du Congo. Cette deuxième tâche a été également réalisée tel qu'il a été indiqué de pouvoir l'accomplir au cours du premier trimestre de cette année. Nous avons concrétisé ce processus le 27 mars 2019 qui a permis à la République démocratique du Congo de voir entrer dans le marché des assurances 6 nouveaux opérateurs, à savoir 4 sociétés d'assurance qui ont été agréées par l'ARCA, ainsi que 2 sociétés de courtage qui ont également été autorisées par l'ARCA et qui sont dès lors opérationnelles dans le secteur des assurances. Le troisième volet est celui de la continuité de nos activités en matière de régulation du secteur des assurances, du contrôle permanent des différents opérateurs, ainsi que de la protection des assurés.
La régulation et le contrôle permanent constituent le cœur de métier de notre activité en tant que régulateur du secteur des assurances. Il était donc important, et cela y allait de ma responsabilité en tant que directeur général, de ne ménager aucun effort afin que toutes les conditions soient réunies pour que l'ARCA puisse remplir ses missions régaliennes telles que stipulées dans l'article 4 du décret 16/001 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARCA. Après la Chine, Donald Trump a confirmé le samedi 1er juin que l'Inde serait exclue de l'accord préférentiel américain sur l'importation des marchandises à partir du 5 juin prochain, informe RFI.fr. Washington avait menacé début mars de sanctionner New Delhi, principal bénéficiaire de cet accord réservé aux pays en voie de développement en représailles aux barrières commerciales érigée par l'Inde. La Maison-Blanche avait attendu le résultat et la réélection du Premier ministre Narendra Modi pour mettre ces menaces en exécution. Donald Trump a déclaré vendredi que l'Inde n'avait pas assuré aux États-Unis un accès équitable et raisonnable à son marché. Pour l'Inde, la sortie de ce système de préférence généralisée correspond à une perte potentielle de 190 millions de dollars américains par an. New Delhi minimise l'impact de cette décision sur ses exportations vers les États-Unis et a menacé aussi d'augmenter les droits d'importation sur une vingtaine de produits américains en représailles. Côté américain, la décision de Donald Trump ne fait pas l'unanimité. Les défenseurs de cet accord affirment que cela coûtera 300 millions de dollars américains par an aux entreprises américaines en droits de douane supplémentaires. Faisons un tour d'horizon des principaux marchés de la capitale congolaise pour avoir une idée sur les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 1er juin 2019. Philo Cholé Bapeke Unkani. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation demeurent volatiles sur les différents marchés de Kinshasa. Concernant les poissons chinchard, appelés communément piodi ou Thomson, les prix d'un carton de 18 plus 30 kg a connu une augmentation. Il est passé de 85 500 francs congolais à 86 500 francs congolais, soit 1000 francs congolais de hausse par rapport à la semaine passée. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même tendance au marché central où le prix est passé de 87 300 francs congolais à 87 600 francs congolais, soit 300 francs congolais de plus. Au marché Ziguida, pour obtenir un carton de poisson chinchard, il faut débourser 87 200 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, il est passé de 86 200 francs congolais à 86 800 francs congolais, soit 600 francs congolais d'augmentation. Cette hausse des prix des poissons chinchard est due à sa rareté sur les marchés de Kinshasa. Concernant le manioc, un écolo a coûté 1200 francs congolais au marché de la Liberté, 1100 francs congolais au marché central, 1200 francs congolais au marché Ziguida et 1000 francs congolais au marché Gambela. Concernant l'huile végétale, un bidon de 5 litres qui coûtait 13 000 francs congolais il y a de cela une semaine, s'est négocié à 13 300 francs congolais, soit 300 francs congolais de plus au marché de la Liberté. Stabilité par contre au marché central où les prix du même bidon d'huile végétale s'est maintenu à 13 400 francs congolais. Au marché Ziguida, il est passé de 12 500 francs congolais à 13 000 francs congolais et au marché Gambela, il coûte 13 250 francs congolais. Du côté riz, les prix d'un sac de 25 kg a connu une hausse, passant de 33 200 francs congolais à 33 400 francs congolais. Au marché Ziguida, il est passé de 33 100 francs congolais à 33 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il s'est négocié à 33 300 francs congolais. Terminons ce tour d'horizon des prix avec les haricots. Les prix d'un écolo appelé communément Ebundeli est passé de 1500 francs congolais à 1700 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté. Au marché central, le coût de ces mêmes écolos est passé de 1500 francs congolais à 1800 francs congolais. Au marché Ziguida, il coûte 1650 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il se vend à 1800 francs congolais. Jetons maintenant un regard sur l'indice de l'inflation hebdomadaire publié par l'Institut national de la statistique INES du lundi 27 mai au samedi 1er juin 2019. Le rendu est de Myriel Makiese Loutina.
L'inflation hebdomadaire du 27 mai au 1er juin 2019 est de 0,096% au niveau national et 0,085% à Kinshasa. Cette inflation est consécutive à la légère hausse des prix de poissons, de certains légumes, du sucre, des produits laitiers, des billets de lignes aériennes intercontinentales et des services de communication. En cumul, l'inflation a atteint 1,741% au niveau national et 1,789% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,164% au niveau national et 4,280% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 3,956% au niveau national et 3,622% à Kinshasa. À fin mai 2019, l'inflation mensuelle est de 0,380% au niveau national et 0,372% à Kinshasa. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 31 mai 2019 un dollar américain à 1642,65 francs congolais, un euro à 1838,26 francs congolais et un franc CFA à 2,80 francs congolais. Au samedi 1er juin 2019, au parallèle, le taux était à 1640 francs congolais le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa et à 1664 francs congolais le dollar précisément vers la place appelée Sabena au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njili, le taux demeure depuis plusieurs mois à 1600 francs congolais, 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. Nous sommes à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où le dollar américain s'est négocié à 1600 francs congolais. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, les billets verts s'est négocié à 1620 francs congolais. À Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, la devise américaine s'est changée à 1630 francs congolais. 1635 francs congolais à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. À Kindu, au Maniema, la monnaie américaine a valu 1650 francs congolais. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Butembo, dans la province du Nord Kivu, où un dollar américain s'est changé à 1660 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 1er juin 2019. Ruben Mayoni, Ntiakiyunga. Au 1er juin 2019, le prix du baril de l'or noir a affiché une forte baisse de 3,27% à Londres à 64,47 $ américains, tout comme à New York d'ailleurs, où le même baril a coûté 53,77 $ américains, soit une baisse de 4,78%. Si la tonne du cuivre est en baisse de 2%, se négociant à 5 822 $ américains, celle du cobalt est restée stable à 35 500 points. L'once d'or, de son côté, est en hausse de 1,38% pour se situer cette semaine à 1305,80 $ américains. Côté céréales et autres produits agricoles, les prix sont volatiles. La tonne du maïs est restée en hausse de 1,97%, se vendant à 427 $ américains. Celle du riz est à 11,46 $ américains, en baisse cette semaine de 2,22%. La tonne du blé est en hausse de 2,55% à 503 $ américains la tonne. La tonne du café, de son côté, a coûté 105 $ américains, soit une forte hausse de 5,12%. Celle du cacao s'est vendue à 2400 $ américains, en baisse de 1,56%. Et enfin, la tonne du coton a fini la semaine en baisse de 1,42%, se vendant à 68 $ américains. Avant de vous proposer notre revue de presse hebdomadaire de l'Ecofin et questions de développement, voici donc deux messages de félicitations adressés par la DGDA et la DGRAD au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. À l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre et chef de gouvernement de la République démocratique du Congo, la haute direction de la Direction générale des douanes et accises DGDA en sigle
ainsi que l'ensemble de son personnel ont le réel plaisir de vous adresser leurs chaleureuses félicitations ainsi que leurs vœux de succès dans l'exercice de vos éminentes charges au service de la nation et du peuple congolais. La Direction générale de douane et Axes saisit cette occasion pour vous rassurer de sa ferme détermination à mobiliser de manière optimale les recettes nécessaires à la réalisation du programme économique et social de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui sera exécuté par le gouvernement. Fait à Kinshasa le 27 mai 2019, le directeur général de Oroguiza Maguera. Excellence, à l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations en sigle DGRAD, ainsi que son personnel, vous présente ses vives et chaleureuses félicitations. Elle saisit par ailleurs cette opportunité pour remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir jeté son dévolu sur votre auguste personne pour conduire ses gouvernements et répondre aux aspirations du peuple congolais. La DGRAD réitère son engagement d'appuyer le gouvernement de la République à travers une mobilisation accrue de recettes non fiscales. Magui Sambiki Koutoué, directeur général de la DGRAD. Nous cheminons vers la fin de cette émission, mais avant de la boucler, voyons ce que nos confrères de la presse écrite ont publié comme information sur le plan socio-économico-financier et question de développement à travers notre revue de presse hebdomadaire dans une sélection et commentaires de Michel Wangilokwa Ngiwa. Actualité oblige, les journaux parus cette semaine qui s'achèvent à Kinshasa ont largement abordé les obsèques de l'icône de la politique congolaise Étienne Tshisekedi Wamulumba, à l'instar du bi-hebdomadaire Le Maximum qui titre à sa une Étienne Tshisekedi, le dernier voyage du Sphinx. 2 ans et 4 mois après son décès, écrit le journal, celui qui fut surnommé le Sphinx de l'Humité a eu droit aux honneurs dus à son inlassable combat politique depuis 1982 et en sa qualité d'ancien Premier ministre. De l'aéroport, on passa par l'Humité jusqu'au stade des martyrs. Des milliers de combattants attendaient voir le corps d'Étienne Tshisekedi et que les tabloïds qui concluent en ces termes « Pour son dernier voyage sur la terre des hommes, Étienne Tshisekedi n'aura pas dérogé à ses habitudes ». Loin de cette euphorie qui a entouré les obsèques des Sphinx de l'Humité, Forum des As dans son éditorial avertit que halte à l'instrumentalisation de Yachichi. Les confrères estiment qu'il faut arrêter la politique stérile sur la hiérarchisation de nos héros nationaux, haro sur l'instrumentalisation malsaine des obsèques amplement méritées d'Étienne Tshisekedi. La mémoire de ces grands hommes mérite plutôt que le pays se réserve ses hauts faits d'armes pour écrire le nécessaire récit national. Dans un autre chapitre, le même journal dans ses pages intérieures s'intéresse du calvaire que traverse le parent des finalistes de 6e secondaire de la ville de Kinshasa. Le journal constate qu'à chaque rentrée scolaire, c'est la même chanson, mais à chaque année, une hausse de frais est constatée. Le journal cite un parent qui a payé $510 pour le Minerva de son enfant qui est en 6e latin philo dans une école de la capitale. En plus, ses parents a payé 56 000 francs congolais pour les frais dits légaux et 84 000 francs congolais pour la participation aux examens d'État. Et le journal de conclut, c'est le véritable calvaire qui traverse le parent des élèves ici à Kinshasa. Libre Débat de son côté parle plutôt des shows d'empoignade entre le FCC et Cash pour le partage des postes ministériels. Selon le journal, la clé de répartition pour le partage de ministères a été trouvée entre le FCC et Cash. 10% des portefeuilles ministériels seront réservés à la discrétion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, 10% autres à l'ex-chef d'État Joseph Kabila Kabange, 60% réservés au FCC et Cash aura que 20%. Et le journal de conclure, les deux partenaires se battent actuellement pour le contrôle des ministères de souveraineté. Terminons cette revue de presse économico-financière de la semaine avec cette caricature du journal Prospérité où on voit un bonhomme élever un V de victoire au-dessus du stade de Martyrs, plein à craquer. Le bonhomme s'adresse à ses anciens collègues en ces termes.
Les amis, venez voir comment on me rend hommage. Et un autre de leur répondre, soyez les bienvenus parmi les héros nationaux. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Voilà qui met terme à ce numéro de fiscalité et développement. Merci à toute l'équipe qui a milité pour la réussite de cette émission, surtout à César Ebengue pour l'entretien de notre studio. Merci de nous avoir suivis à partir de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Excellente suite de programmes sur cette chaîne.